Franc-parler. Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre du plaisir à suivre la radio municipale, Radio Cotonou, la 94.3. Émettant bien évidemment de Sikekodi. Il est 10h32 et c'est Franc-parler qui a droit de citer, qui s'installe chez vous et autour de vous. Et c'est Ghislain Agbangba qui met en onde de ce numéro de votre émission. Job Tikpe va assurer le cadrage et nous permet d'être présents sur les différentes plateformes digitales. Et en direct, je suis Loris Freddy Davor. Bienvenue à nouveau. Le présent numéro de votre émission aborde une thématique de santé publique et d'une importance capitale, la santé et le bien-être de la femme. Autrement dit, santé et bien-être de la femme comprendre l'initiative du mois d'octobre rose. Eh bien, le mois d'octobre est connu à l'échelle nationale et internationale comme le mois rose. Nous mettrons davantage en lumière cette initiative cruciale pour la prévention du cancer du sein appelé octobre rose. En effet, chaque année, ce mois symbolise un élan de sensibilisation mondiale sur une maladie qui touche des milliers de femmes à travers le monde. Le dépistage précoce, la prévention et l'accompagnement des femmes atteintes sont au cœur des préoccupations. Mais qu'en est-il de notre contexte local? Comment les organisations telles que l'ONG Femmes Dynamiques, dont la directrice exécutive a accepté nous accompagner dans cette émission, agissent-elles pour faire de la santé féminine une priorité? Et quelles sont les réalités sur le terrain? Autant de questions qui trouveront réponse, bien évidemment, dans ce numéro de votre émission Franc-parler. Aujourd'hui, je reçois Carmel Bodo. Elle est journaliste, directrice exécutive, j'en parlais tantôt, de l'ONG Femmes Dynamique Action. À travers ses actions, bien évidemment, son expérience et celle de son organisation dans la sensibilisation, le dépistage et l'amélioration des conditions de la femme face au cancer de sein. Eh bien, nous allons explorer de fond en comble les enjeux de cette initiative, les défis qu'elle rencontre, mais aussi et surtout les solutions et espoirs que ce combat pour la santé des femmes génère. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour aux auditeurs qui sont à l'écoute et aux internautes aussi. Et parlant bien évidemment des auditeurs, vous les aurez tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Avec Ils pourront plaisir. Participer, contribuer, vous poser aussi des questions. D'accord. Je rappelle que vous n'êtes pas docteur. Avec vous, il sera beaucoup plus question de cette initiative de mobilisation, de sensibilisation Justement. dénommée Octobre Rose. Voilà. Et les autres numéros seront consacrés bien évidemment et bien évidemment en attendant que Carrefour Santé revienne sur cette même thématique pour décortiquer ce que c'est que la pathologie. Eh bien nous allons parler de ce volet social qu'est l'initiative du mois d'octobre rose. Mais avant, puisque je l'ai dit, vous êtes responsable, vous êtes directrice exécutive de l'ONG Femmes Dynamique Action en faveur de la santé des femmes. Alors, quelles sont vos actions? Que faites-vous sur le terrain, vous? Quand je parle de vous, pas vous, Carmel Bodo, de l'ONG. Justement. Voilà. Merci beaucoup. L'ONG Femmes Dynamique Action est une ONG qui œuvre pour la promotion des droits de la femme en général. Et donc, nous sommes beaucoup plus axés sur le volet sanitaire. La santé sexuelle et reproductive de la femme, la santé gynécologique nous tient beaucoup à cœur. Et donc, les initiatives ou les actions que nous menons sur le terrain, c'est beaucoup plus les séances de sensibilisation et d'information. Parce que quand vous n'avez pas l'information, vous êtes en griffe, ignorant, et vous êtes là, le mal surgit à n'importe quel moment. C'est ça. C'est cela. Donc votre ONG existe pour les femmes. Les hommes ne vous intéressent pas? Pour le moment, non, les hommes ne nous intéressent pas. On suppose. Alors, donc, vous confirmez? D'accord. Donc... pour cette action, parce qu'il s'agit de la complémentarité en fait. En tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette initiative Octobre Rose? Et pourquoi l'initiative est-elle importante? Pourquoi l'appeler ou la colorer de Sur rose? le vocable, d'accord.
Pourquoi pas une couleur rouge, verte. Vous avez raison. Déjà, il faut souligner que c'est une initiative qui est née en 1985 aux États-Unis. Et donc, l'initiative vise à collecter des fonds pour soutenir, pour prévenir cette pathologie-là. La couleur rose dont vous avez fait cas, effectivement, ça attire l'attention. Mais au début, c'était une couleur pêche. Mais pour des raisons juridiques, c'est devenu une couleur rose. Et remarquons aussi que souvent, quand les enfants naissent, quand c'est le sexe féminin, c'est souvent la couleur rose qu'on utilise. Et quand c'est le sexe constitué justement, donc vous voyez un peu. Et quand c'est un garçon, la couleur bleue. Donc c'est un peu ça. On poursuit toujours dans cette même dynamique. Pourquoi est-il crucial selon vous de sensibiliser les femmes à se dépister précocement face au cancer de sein? C'est important dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous n'avez pas l'information, vous ne savez quoi faire. On entend parler du cancer du sein, mais ce que c'est exactement, quoi faire pour ne pas en venir à l'extrême et tout ça, on ne le sait pas. Donc il faut vraiment passer par des campagnes d'information, de sensibilisation pour apporter l'information, pour que les femmes sachent réellement que oui, on entend parler de ce mal, mais qu'est-ce qu'il faut faire nous-mêmes à notre niveau? Quels sont les comportements que nous devons adopter pour prévenir? Parce qu'il y a un adage qui dit il vaut mieux prévenir que guérir. Il ne faut pas laisser le mal venir et commencer par trouver des solutions. Alors, selon vous, les campagnes de sensibilisation dénommées Octobre Rose sont-elles efficaces au Bénin et en Afrique en général? Efficaces à un degré donné. Pourquoi? Parce que la population ne perçoit pas encore, je vais dire, l'importance de la chose. Vous comprenez? Et souvent avec nos mentalités, parce qu'il faut forcément une déconstruction de mentalité. Vous voyez la façon dont ça se manifeste. Beaucoup ne comprennent pas que ce sont aussi nos habitudes qui contribuent à cela. Donc d'autres pensent que c'est peut-être la sorcellerie, ci et ça. Donc il faut un travail de déconstruction de mentalité pour faire comprendre que nous avons une part de responsabilité, que c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, mais il y a aussi nos habitudes qui ont contribué à une hauteur donnée. Donc ça ne donne pas encore ce que ça va donner, mais on ne se décourage pas, on continue toujours de sensibiliser et tout en gardant l'espoir que un jour ça va beaucoup plus donner, ça va beaucoup plus impacter. Mais quelles améliorations suggérez-vous pour déconstruire, comme vous venez de le dire justement, cette mentalité? Déjà, il faut faire, je vais dire, il faut aller à la base, surtout au niveau des populations rurales. Il faut leur expliquer, surtout dans leur ethnie, pour qu'ils perçoivent de façon concrète ce que cela cache en réalité. L'autre chose qu'il faut faire, c'est par les films documentaires. Donc, il faut forcément qu'elles voient, qu'elles touchent du doigt la réalité et qu'elles comprennent que c'est pas quelque chose qui est venu de façon mystérieuse, mais que c'est un mal qui existe et que nous devons vraiment combattre pour cela. Encore que quand on sait que nous sommes, vu notre configuration socio-anthropologique au Bénin, vu la part que nous consacrons à la superstition, vous savez, tout ce qui nous arrive est en partie à une dominante sorcellerie. Des victimes. Si ce n'est pas la famille, si ce n'est pas la tante ou la belle-tante, on ne veut jamais comprendre que nous avons une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Donc chaque fois quand vous êtes en position de victime, c'est que vous n'avez rien fait, c'est toujours l'autre. Et chaque fois quand vous rejetez le tort sur l'autre, vous laissez vraiment d'assurer votre rôle. Et là, ça agit. Ça agit.
J'ai déjà une portion, une mince part de réponse par rapport à la question que je m'en vais vous poser. Quelles sont les actions concrètes que votre ONG mène durant ce mois d'octobre coloré de rose? Et d'ailleurs, si j'ai pu entrer en contact avec vous, c'est sur le terrain qu'une de nos équipes de reportage a constaté que vous étiez déjà en train de vous investir dans la coloration de ce mois en rose. Justement. Et c'est là, on est entré en contact avec vous et vous avez accepté de nous accompagner dans cette tribune qu'est franc-parler. Alors dites-nous, quelles sont les autres actions que vous comptez mener dans le cadre de ce mois? Oui. Nous avons des campagnes de sensibilisation à mener au sein de quelques arrondissements de Cotonou. Et on va aussi quitter Cotonou pour aller à la rencontre des populations lacustres, spécialement de Soava. Donc toujours pour informer, pour sensibiliser et pour les conduire au dépistage précoce. Oui, c'est important. Madame Kolo, pour la semaine écoulée, quand on vous a vu à l'œuvre, vous étiez, vous avez fait l'exercice en français. Vous comptez rééditer le même exploit dans toutes ces localités où vous allez vous faire accompagner des gens qui maîtrisent, je dirais, les langues partagées dans ces différentes contrées, à savoir si vous allez à Soava, vous êtes contraint de parler, vous le savez, je ne sais pas. Du Aïzo. C'est pas un peu du Aïzo, c'est du Aïzo. Aïzo pur. Et si vous allez dans certaines contrées de Cotonou, vous allez faire l'exercice en Kola. Je ne sais pas si vous avez intégré ces volets dans votre plan. Oui, on les a vraiment intégrés. On est en train de travailler de commun accord avec les responsables, les dirigeants de ces arrondissements-là pour qu'ils puissent nous accompagner. Et notre équipe aussi est constituée de personnes qui sont de différentes ethnies, donc qui peuvent aisément s'exprimer dans ces différentes langues-là pour que les populations puissent comprendre l'enjeu. Très bien, mais comment les femmes réagissent-elles face à vos initiatives quand vous entre griffes, vous me concédez le mot, quand vous débarquez dans leur localité et que vous vous installez peut-être vos bâches et autres soigneusement bien habillés, comment vous arrivez à les convaincre, à se réunir, à écouter et quel message leur passez-vous? Déjà, il y a un travail qui se fait en amont où il faut vraiment les informer. Maintenant, et quand elles viennent sur le terrain, on essaie de se mettre dans leur peau, on essaie de se mélanger à eux. Il n'est pas question de... vous comprenez un peu. Donc, la socio-anthropologie du milieu. Justement. Donc, on se met ensemble et on fait comme si on est des leurs. Et donc, il y a cette convivialité qui fait que... Ça permet de bâtir la confiance. Justement, ça permet de bâtir la confiance. Et nous-mêmes, on s'implique. On ne se dit pas, nous, on est épargnés, non. Et on se donne des exemples sur nous-mêmes pour leur donner plus de confiance et pour leur permettre de s'exprimer. Vous voyez un peu, la fois dernière, quand j'étais sur le terrain, j'ai fait un exercice de l'autopalpation. Vous voyez, ça fait partie des... On va y arriver. D'accord. Donc, vous voyez, vous vous mettez à l'œuvre, vous leur montrez que c'est pas quelque chose de compliqué, que vous-même vous êtes impliqué à fond. Donc, elles peuvent vous faire de la même façon que vous êtes en train de faire. Et là, l'information est beaucoup plus accessible. Et c'est important. Je partage entièrement votre posture parce qu'il faut les mettre à l'aise. Oui, il faut les important. mettre à l'aise. Si votre interlocuteur n'a pas confiance en vous, il n'a pas votre attention. Votre attention, c'est important. Alors, vous parlez tantôt de l'autopalpation. Et quand je l'inscris encore dans ce qui est notre socio-anthropologie, quand je l'inscris dans tout le capital de pesanteur sociologique que nous notons au pays, est-ce que l'exercice est aisé à faire dans toutes les contrées? Vous ne pensez pas que vous choquez quelques sensibilités? Bon, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on y arrive toujours. Surtout quand vous-même,
vous vous exercez devant eux. Oui. Quand ils posent des questions auxquelles vous répondez aisément et que vous n'avez pas, je vais dire, cette difficulté de répondre, alors là, ils sont beaucoup plus confiants. Et je parle aussi... Ça rassure ses citoyens. Oui, vous voyez un peu. La fois dernière, il y a des hommes qui m'ont posé la question de savoir si je faisais... Je dis, mais bien évidemment, donc avec le sourire et tout ça, ils étaient beaucoup plus confiants et ils voulaient aussi informer leurs femmes. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand vous vous mettez en action et vous faites devant elles, elles se disent, bon, ce n'est rien de compliqué. Et vous leur inculquez aussi que leurs hommes aussi sont impliqués. Les hommes sont impliqués. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la complémentarité. Pour le leur rappeler ou bien pour le leur faire? Oui, justement. Et là, c'est la palpation. La palpation n'a pas besoin d'aller forcément voir le médecin pour faire la palpation. J'ai parlé de l'autopalpation parce que c'est la femme elle-même qui se l'applique. Justement. Mais la palpation, son homme peut l'aider à le faire. Vous voyez, oui. C'est une méthode très simple, une méthode de prévention. Ça fait partie des méthodes de prévention, de détection. Et là, ça alerte en même temps. Ah ouais? Comment tout cela se fait? Bon, si je prends par exemple la palpation, et ça se fait souvent 2 ou 3 jours après les menstruations. Matinée, oui, en matinée, le matin, quand vous vous réveillez. Donc, vous êtes allongé sur le dos comme ça. Si par exemple c'est le sein gauche, vous soulevez votre droit. Le bras complet, je vais dire, pour étendre les muscles. Et là, avec votre main gauche, vous essayez de diviser le sein en 4 parties, pas avec un couteau quand même, avec le doigt. Et vous prenez vos 3 doigts comme ça. Vous essayez de masser pour voir s'il n'y a pas la présence d'une boule. Donc, vous essayez de faire, ça c'est le premier cadran, le deuxième, le troisième, le quatrième. Vous finissez, vous pincez un peu vos mamelons pour voir s'il n'y aura pas un écoulement étranger, comme du sang, comme un écoulement de couleur anormale. Et puis c'est fini. Vous faites tout pareil pour le second sein. Ça, c'est la palpation. Maintenant, quand la femme, elle, se la fait elle-même, donc, c'est l'autopalpation. C'est tellement simple. Maintenant, en le faisant, si vous constatez que, attention, je suis tombé sur une boule, ça fait partie des signes qui alertent. Et il faut aller voir le spécialiste. Ou des prémices de douleur? Bon, pas trop. Mais vous sentez que, je sens quelque chose qui... c'est peut-être un petit point, il y a un endroit qui a durci quelque peu. Justement, il y a aussi des signes physiques. Vous voyez peut-être le sein, l'aspect du sein a changé. Ça ressemble un peu à la peau de l'orange. Vous voyez, les pores sont, la partie est un peu enflée et les pores sont un peu dilatés façon là. Donc ça alerte. Ou bien les mamelons ne sont plus à la position normale. C'est peut-être s'est tourné à gauche, à droite. Donc c'est des signes qui alertent. Ah oui. Oui. Donc quand vous voyez ça, allez rapidement. Mais déjà, chaque fois quand vous faites l'autopalpation ou la palpation, ça vous permet d'avoir une idée de votre état de santé, de voir, et là, vous êtes beaucoup plus rassuré. En dehors de ça, il y a d'autres méthodes. Bon, je vous laisse le souhait de... Non, dites-nous tout. D'accord. Dites-nous tout. Il y a, en dehors de ça, il y a les activités physiques et sportives. Ah, d'accord. Vous voyez... la sédentarité n'a jamais fait bon ménage à quelqu'un. Être sur place, surtout nos mamans qui, par exemple, peuvent être à un endroit et demandent à ce que l'enfant quitte quelque part, d'autres carrément viennent chercher quelque chose qui est à quelques mètres. Non. C'est pas s'imposer en tant que maman. Non, ça c'est de la paresse et c'est des choses qui vraiment ne nous aident pas. Ça ne fait pas bon ménage. Donc il faut beaucoup être actif. Donc le manque d'activité physique aussi peut contribuer. Oui, ça contribue. Et ça, c'est pas seulement au niveau du cancer du sein, c'est au niveau de beaucoup de maladies. Donc ça contribue. C'est pour ça que je parlais de nos propres habitudes. En dehors de ça, il y a et comment je vais dire,
la consommation, si on n'a pas les habitudes alimentaires. Oui, un mode de vie sain, c'est vraiment compliqué. Nous mangeons un peu de tout. Il y a une chaîne des petits enfants Piwi, ou je ne sais plus trop. Oui, qui dit de manger moins gras, moins sucré, moins salé. Donc, c'est de petites informations qui doivent aussi nous interpeller en tant qu'adultes. Vous voyez? Donc, il faut contrôler son alimentation. La consommation d'alcool, c'est pas bien. Vous voyez? Surtout, consommation abusive, c'est dangereux pour la santé et ça contribue. Vous voyez, ça développe plus les cellules cancérigènes. Il y a aussi la consommation du tabac et vous allez remarquer que sur les affiches publicitaires, il est mis nuit gravement à la santé. Toujours. Cela devait nous interpeller. On devait comprendre que la consommation du tabac ne nous avantage en rien. Donc, il faut limiter. Maintenant, en dehors de ça, il y a un autre moyen, je vais dire. Oui. Et c'est ça qui intéresse beaucoup plus les hommes. Dites-nous. C'est la succion des mamelons. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui a prouvé que les femmes allaitantes... Donc c'est vrai cette affaire? C'est vrai, c'est pas nous qui le disons, ce sont les organismes spécialisés. Ça refait complètement l'humain de Job. Effectivement. Donc, les études ont prouvé que quand les femmes allaitent, elles courent moins de risques à attraper le cancer du sein. Donc, ils ont compris, ils ont commencé par faire des études et ils ont tiré la conclusion selon laquelle la succion crée, et ça sécrète des hormones qui sont des barrières infranchissables à la prolifération des cellules cancérigènes. Et donc, la femme, elle ne peut pas... Au travail donc. La femme ne peut pas tout le temps allaiter, c'est sur une période donnée. Donc, en dehors de ça, il faudrait que nos conjoints puissent prendre la relève et vous comprenez, à demi-mot. Au travail, ils vous suivent et ils vont réagir tout à l'heure, les amis auditeurs, et vous diront comment ils ont assimilé votre précision. Alors, on va poursuivre. À la fin de chaque initiative, à la fin de chaque séance, dans chaque localité, que vous disent les dames? Bon, il y a certaines qui sont ouvertes, on a compris, on va mettre en pratique. Vous avez ces gens de retour qui rassurent. Il y en a aussi, il y a, je ne sais comment l'appeler, si c'est une honte ou bien, elles ont du mal, surtout au niveau des examens. Vous voyez, c'est souvent les gynécologues. Et dans le rang des gynécologues, il est constaté qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc, ces femmes ont du mal à se laisser vraiment toucher par un autre homme. Il y en a qui n'ont pas ce mal-là, mais donc on leur fait comprendre que c'est pour leur bien-être. Quelles s'orientent alors vers les gynéco-femmes? Il y en a. Non, c'est pas dans toutes les localités. C'est vrai aussi. Vous voyez, donc on essaie aussi de faire un travail. Il faudra les sensibiliser. Oui, vous voyez, donc on essaie aussi de faire un travail au niveau de leur programmation. Justement, de leur mari et tout ça pour les accompagner, parce qu'il y a aussi d'autres hommes qui refusent catégoriquement qu'un autre homme touche leur femme, même si c'est dans le cadre professionnel, même si c'est pour le bien-être de leur femme. Donc, il y a tout ce travail qu'on essaie de faire pour leur faire comprendre qu'au-delà de leur propre ego et tout ça, il y a une raison beaucoup plus valable qu'est le bien-être de la femme. Donc... outre le cas de ces hommes en griffe trop jaloux ou qui ont des principes un peu trop carrés, quels sont les autres obstacles majeurs que ces femmes rencontrent dans l'exercice pour aller se faire dépister? L'obstacle majeur, je vais dire, c'est les moyens financiers. Ça fait beaucoup de défauts. Ah ouais? Oui, ça fait beaucoup de défauts et ça fait que la femme se dit, ou les femmes, je vais dire, se disent, bon, je n'ai pas de moyens, le peu de moyens que j'ai pour subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille, je vais encore prendre pour aller me consulter, me faire consulter et tout ça. Ça, c'est à quoi?
Vous comprenez un peu? Donc, il y a le moyen qui fait défaut et ça fait qu'on ignore ou on oublie carrément ce volet sanitaire qui est important, qu'on doit préserver à coup sûr. Ah oui. Ah oui. Donc c'est pour ça nous appelons beaucoup plus les organismes internationaux à travailler avec nous pour, je vais dire, une subvention, donc pour leur permettre d'accéder facilement aux soins. Mais en attendant que chaque femme et chaque mari aussi fasse usage des méthodes de prévention que vous venez d'évoquer tantôt, ça pourra les aider en attendant que les moyens, en attendant que les autorités ou les instances que vous venez d'interpeller réagissent favorablement. Alors, mais que fait Femmes Dynamiques Action, votre ONG, face à ces difficultés? Face à ces difficultés... Question piège? Non, c'est pas une question piège. Face à ces difficultés, on essaie de demander, comme je vous l'ai dit, de l'aide pour pouvoir... Parce que notre mission n'est pas seulement de sensibiliser et d'informer. Non, mais c'est d'aller beaucoup plus au-delà. Vous comprenez? Donc... Quand on rencontre ces genres de difficultés, déjà, il y a un certain nombre d'accompagnements. Donc, on essaie d'accompagner, mais ce n'est pas encore ce qu'il faut. On n'atteint pas encore nos objectifs dans ce sens-là. Parce que nous-mêmes, on n'a pas assez de moyens. Donc, c'est pour ça qu'on demande de l'aide un peu partout pour accompagner. Mais si déjà... parce que la santé, on parle d'accompagnement et tout ça, mais c'est notre propre santé. Et nous devons tout faire pour prévenir certaines maladies et autres. Donc si déjà au niveau de nos habitudes, nous commençons par avoir des améliorations, cela éviterait à aller à des stades donnés. Vous comprenez un peu? C'est un peu comme le palu. On sait que nous sommes en Afrique et le palu fait beaucoup de ravages et tout ça. Mais pourtant, on a des méthodes préventives. On prend des tisanes, on prend des médicaments, on essaie de dormir sous moustiquaires imprégnés, justement, pour ne pas avoir le palu. Donc, pourquoi ne pas faire autant pour ce mal qui vraiment fait tellement de ravages? Et il faut aussi noter que parmi les causes de mortalité, ça fait partie des causes premières, vous voyez, et c'est le cancer qui fait le plus de ravages, le cancer du sein, oui. Ah oui. Alors, puisqu'on parle de sein, vous savez que c'est un organe sensible, à la limite en griffe intime. Que faites-vous? Quels sont les mécanismes dont vous disposez pour briser le tabou afin de passer aisément vos messages dans chaque contrée? C'est ça, je vous disais tout à l'heure, que nous prenons part des projections de films documentaires, vous voyez. Et nous-mêmes, moi je n'ai pas honte c'est vrai, je peux pas devant tout un public enlever mon habit, mais on essaie de mener le geste pour qu'elle comprenne, je vais dire, que c'est pour une raison sanitaire. Et donc, pour ça, on a forcément besoin de l'aide d'une personne extérieure. On ne peut pas rester seul chez soi pour dire ci, pour dire ça. C'est un peu comme quand vous allez à l'hôpital et on vous pique sur les fesses. Vous êtes obligé. Oui, même si c'est une dame et que vous êtes malade. Ou un peu le cas des hommes qui vont chez des urologues. Et quand on a fait votre dossier à une urologue, vous n'allez pas refuser. Vous devenez tout docile. Justement, donc parce que vous avez déjà mis en tête que c'est pour mon bien. C'est pour que je trouve solution à tel mal. Donc c'est ce qu'on essaie de leur dire. C'est vraiment que ce n'est pas si facile que ça. Justement, c'est vraiment pas facile. J'imagine. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Outre l'exercice de palpation dont vous avez parlé tout à l'heure, en quoi nous, hommes, nous pouvons contribuer à aider les femmes à éviter ou à, je ne sais pas, prévenir à prévenir le cancer de sein?
Déjà, essayer de s'impliquer. S'impliquer dans quel sens? Ne pas être des barrières pour ces femmes-là qui ont envie d'aller se faire dépister. Ah non, tu n'iras pas, non, patati patata, ça peut être un homme qui... Non. Laissez libre cours aux femmes, parce que ce sont vos femmes, ce sont... les y encourager. Oui, les y encourager. Donc, il ne faut pas être des barrières. Donc, même si elles-mêmes ne veulent pas, essayer de les encourager, essayer de leur permettre d'éviter vraiment. Parce que les études ont montré qu'au Bénin, ici, chez nous, sur 10 femmes qui sont atteintes du cancer du sein, 5 à 6 en meurent. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour vraiment soigner ce mal-là. Mais par contre, dans les pays développés, sur 10 cas de femmes atteintes du cancer du sein, ils essaient d'en sauver jusqu'à 9. Donc, vous voyez, il y a cette statistique qui devait nous interpeller. On doit se dire, il faut vraiment mettre l'accent sur le dépistage surtout. Oui, et sur les moyens préventifs. Et l'information, la sensibilisation et l'information des femmes. C'est important, c'est important, c'est la base. Si elles n'ont pas l'info, si elles n'en savent rien, elles vont subir. Justement, et c'est ça qui est mauvais. Ah oui. Alors, Octobre Rose, puisqu'on en parle, on continue d'en parler. Pensez-vous que l'initiative a contribué depuis ces dernières années à changer vraiment de mentalité, la mentalité des dames et aussi des hommes? À une hauteur donnée. Vous savez, on dit souvent, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et on ne peut pas atteindre tous les objectifs en même temps. Mais ça a commencé par toucher, ça a commencé par impacter, ça a commencé par aussi changer les mentalités. Avant, dans les années passées, il n'y avait pas cet engouement autour de la chose. Il n'y avait pas ces informations dont nous disposons maintenant, ou dont certaines femmes disposent et sont prêtes à aller se faire dépister. Il n'y en avait pas. Donc, il faut comprendre qu'il y a un travail qui a été fait et que ce travail a porté vraiment son fruit. Une chose est sûre, les médias y contribuent sensiblement. Ah oui, ça il faut l'avouer. Je n'attends même pas de vous poser la question, vous le savez, et c'est d'ailleurs ça qui justifie votre présence ici. Oui. C'est parce que c'est une question de santé publique. Sinon, on aurait pu vous opposer le service commercial, bien évidemment. Mais puisque il est question de santé, on s'est dit, voilà, il faut en parler. Il faut passer l'information. Et ce même exercice sera fait dans les autres langues, des spécialistes et autres, comme je l'ai dit à l'entame, bien évidemment, afin de leur expliquer ce que c'est que la pathologie. Ce matin, ça n'est pas notre exercice. Aujourd'hui, nous allons parler de l'initiative du mois d'Octobre Rose. Pourquoi une telle initiative? Où est-ce qu'on en est? Et ce qu'en fait, bien évidemment, l'ONG Femmes Dynamique Action, que vous diriez, dont vous êtes la directrice exécutive. Alors, que mettez-vous en place pour soutenir? J'y viens encore, hein. Vous avez semblé l'aborder, mais j'y viens encore. Que mettez-vous en place pour soutenir les femmes diagnostiquées avec un cancer de sein? Enfin, des femmes qui se savent malades, je veux dire. Qu'est-ce que l'ONG Femmes Dynamique Action propose? Là, c'est une question qui mérite vraiment un soupi. Oui, je suppose que vous avez dans votre carnet d'adresses et dans les localités que vous visitez depuis ces derniers mois, ces dernières années, vous avez sûrement des contacts de dames. Et si quelques-unes en viennent à vous appeler pour vous dire, ben voilà, cette année, on m'en a diagnostiqué, qu'est-ce que vous n'allez quand même pas leur dire, ben c'est tant mieux, occupe-toi. Non, on ne le fait pas vraiment. Mais comme je vous le disais, on n'a pas assez de moyens. Toutefois, on essaie de les orienter vers des spécialistes pour les premiers soins. Et mais c'est déjà ça. Oui, c'est déjà une belle action. D'accord. Oui. Et donc, vous pouvez aussi faciliter ce contact. Donc, on essaie de faire ça. Et si le mal n'est pas arrivé à un stade déjà évolué, avancé, il y a beaucoup plus de chances de freiner l'évolution, la prolifération des cellules cancérigènes jusqu'à trouver des solutions. Mais si c'est
à un niveau déjà élevé, il n'y a pas de recours possible. Ça, c'est ça et on ne le souhaite vraiment pas. Oui, mais votre ONG ne pense-t-elle pas à soutenir, je veux dire, psychologiquement, mentalement, ces dames diagnostiquées? On le fait de concert avec... Parce que vous savez, c'est une première étape de guérison. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Le fait de rassurer cette dame à qui on vient de lâcher l'information que voilà, elle est atteinte. On essaie de faire avec les psychologues, les psychiatres qui travaillent avec nous. Donc, je pense que c'est une étape importante. Oui, c'est très important. Et on essaie aussi d'essayer de sensibiliser la famille pour les soutenir. Parce que devant certaines situations, on a beaucoup plus besoin de soutien. Vous voyez, ça réconforte. Mais il y a certaines familles, parce qu'elles ne comprennent pas la chose, commencent pas à repousser. Et là, ça commence par faire déprimer la malade et c'est vraiment pas bien. En dehors de l'apport que nous faisons par des soins, comment je vais dire... le contact? Non, les envoyer auprès des psychologues, psychiatres. Il faut forcément que la famille aussi contribue. Parce que elles sont beaucoup plus avec la famille que le médecin. Donc, le médecin parle, fait ci, fait ça, les rassure, les met en confiance. Mais quand elles se retournent en famille, il faudrait que la famille continue à les soutenir. Donc, il ne faudrait pas que leur comportement, leur manière de faire impacte de façon négative sur le travail que l'autre a eu à faire préalablement. Et je pense que cette étape que nous abordons est tout aussi capitale que le traitement. Si je vous le dis, vous savez, vous avez rien qu'à évoquer le concept de cancer. Ça fait peur. Bien qu'étant instruit, vous savez ce que ça génère. Oui, je sais bien. Et vous savez ce qu'on dit de cette pathologie, que c'est difficile à s'en sortir. Quand on vous le diagnostique, c'est comme si vous êtes un potentiel candidat à la mort. Oui. Vous voyez, donc c'est là la nécessité de soutenir psychologiquement ces malades, ces femmes diagnostiquées. Et vous l'avez dit, il faut la contribution de la famille, certes, ça, il faut c'est important. de la société. Il faut éviter toute action qui puisse éveiller des soupçons de discrimination. Ah ben écoutez, il faut qu'on la mette à l'écart, en quarantaine. Elle a le cancer. Vous savez, quand on se comporte ainsi, on abat la personne avant date. Oui, ça c'est vrai. Ben oui. Et c'est ce que nous remarquons souvent. Bon, pour le cancer, c'est même mieux. Par exemple, si on prend le cas, je sors un peu du contexte, quand on prend le cas de la fistule obstétricale, c'est pire. Ah ouais, elles sont rejetées carrément par le famille parce qu'on se dit, ah non, toi tu es atteint d'une maladie incurable, c'est la sorcellerie, c'est ci, c'est ça. Alors que c'est bien au-delà. Et sur ce plan aussi, il y a des moyens préventifs, il y a des choses à faire pour éviter cela. Mais on a constaté que, comme je le disais, c'est le moyen, c'est les moyens qui font défaut et qui font que ces femmes-là se trouvent dans des situations pareilles. Ça fait vraiment... enfin, je ne dirais pas pitié, ça fait froid au dos et il faut vraiment qu'on se mobilise pour subventionner certains soins pour leur permettre l'accès facile. C'est vraiment important. Et au-delà de vos actions, ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire de vous associer aussi aux dignitaires religieux ou d'autres leaders des autres catégories pour vous accompagner dans cette dynamique afin de rompre ou afin d'influencer quelque peu les perceptions, les préjugés et autres? Vous savez, quand le pasteur commencera pas à en parler, à vous soutenir, quand l'imam commencera pas à vous soutenir, quand je veux parler, tous ces dignitaires religieux vont... C'est vraiment important de les associer à cette cause noble-là, parce que vous venez de le dire, vous informez un certain nombre de femmes et par exemple à la maison vous parlez de
la succion et tout ça. Peut-être que son pasteur le lui a interdit à l'église, ou peut-être... Voilà, au paix de manche. Oui, vous voyez un peu. Donc, et ce que vous avez souligné est très important. C'est vrai, on essaie de faire, mais pas d'une manière beaucoup plus élargie, mais ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est important. C'est important. Même si on ne commettra pas le crime de lèse-majesté de demander à un pasteur d'inclure dans sa prédication, ou un prêtre, c'est important de se faire accompagner dans son homélie la succion, eh bien, il pourra quand même évoquer que c'est nécessaire d'aller se faire dépister à temps. Oui, c'est ça. Pour vite s'en sortir. Je pense que c'est déjà ça. Et si, vous savez, il y a de cette tête, il y a de ces personnages qui influencent. Et quand ceux-là évoquent certains sujets, justement, eh bien, c'est beaucoup plus pris en compte. Voilà, cela impacte facilement. Et c'est ce pourquoi je vous demandais au fait de cette collaboration. C'est pas une collaboration entre griffes incestueuses en tant que telle. Bien, très bien. Voyez-vous, c'est important. Toujours pour impacter un grand nombre de fidèles. Parce que vous savez, il y a ces dames qui ont foi en leur pasteur que leur propre père. Qui ont foi au prêtre que leur propre maman. Voyez-vous, donc, quand vous le faites dire par ces leaders, eh bien, c'est comme le message n'est pas bien perçu. Oui. Alors, on va poursuivre encore un tout petit peu. On va poursuivre pendant une bonne quinzaine de minutes encore avant d'ouvrir la ligne aux amis auditeurs. Je parle sous le contrôle du Manitou de l'autre côté, Ghislain Agbangba. On pose jusqu'à 11h30 minutes, Ghislain, avant d'ouvrir la ligne aux amis auditeurs. Ils ont de très bonnes questions aussi à vous poser, rassurez-vous. Vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Alors, est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres ONG, nationales ou internationales, des institutions de la santé, des entreprises privées, dans le cadre du mois d'Octobre Rose? Radio Cotonou déjà vous accompagne et accompagne toute action qui aborde qui est relative, j'allais dire, aux questions de santé publique, parce que ça participe aussi de notre idéal, le bien-être des citoyens, de la population. Dites-nous. Oui, on le fait. On dit souvent que l'union fait la force et seul, il y a des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre. Il y a des ONG qui sont déjà présents sur le terrain bien avant nous. Donc, c'est toujours bien de se faire accompagner de ces aînés pour mener à bien des actions. C'est toujours bien de se donner la main, de se rassembler pour une cause. Donc, on est en partenariat avec d'autres ONG et d'autres organisations internationales, bien sûr, et des élus locaux et tout ça pour accompagner. Oui. Alors, quelle est, selon vous, l'importance de la santé, de l'éducation à la santé dans la prévention du cancer du sein, notamment auprès des jeunes filles et des adolescentes, je veux dire? Quand on parle du cancer du sein, c'est pour une tranche d'âge donnée. D'accord. 18 ans n'est pas trop concerné. Toutefois, on peut faire passer l'information, vous comprenez. Mais je crois que dans les programmes d'études, surtout en SVT, déjà à partir de la classe de 3e, on commence par aborder quelques aspects de la santé reproductive. Bien sûr. Vous comprenez, c'est vrai qu'on ne va pas jusqu'au cancer du sein et autres, mais on essaie d'aborder, histoire de préparer la jeune fille et puberte à comprendre certaines choses, à ne pas aller sur tel terrain. Vous comprenez un peu? Donc, ça se fait déjà au niveau des programmes d'études. Mais en dehors de ça, c'est toujours bien d'alerter. C'est toujours bien de mettre des garde-fous pour que on ne soit pas surpris. Vous voyez un peu. Je pense. Maintenant, le pense aussi. Donc, je disais tout à l'heure que les jeunes filles de 18 ans ne sont pas aussi concernées que ça. Et plus
l'âge avance, plus vous êtes vulnérable et exposé au cancer du sein. Donc, c'est beaucoup plus les femmes de la quarantaine, 50, 60. Mature. Oui, vous voyez, c'est beaucoup plus ces genres de femmes-là. Toutefois, nos jeunes filles peuvent commencer par adopter des habitudes saines, ne pas manger de n'importe quoi, contrôler son alimentation et tout ça. Donc, ça leur permettra d'éviter. Vous voyez, déjà, quand vous prenez certaines habitudes très tôt, vous n'avez pas, vous enlacer, ce sera un peu difficile. Ça devient une habitude pour vous et vous continuez sur cette lancée-là. Ah oui. Avez-vous, au sein de votre organisation non gouvernementale, votre ONG Femmes Dynamique Action, c'est bien cela, des actions à court, moyen ou long terme à exposer, si ce n'est pas trop indiscret, hein, voilà. Oui, des actions à court terme, c'est déjà ces campagnes de sensibilisation que nous organisons en prélude à la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein dans ces localités que j'avais citées tout à l'heure. Ça, c'est le court terme. Le moyen terme, on est toujours opérationnel sur le terrain. Donc, pas seulement pour le cancer du sein, mais pour la santé sexuelle et reproductive de la femme de façon générale. Et à long terme aussi, on continue peut-être à long terme. On va en venir au moyen de traitement parce que on n'est pas encore très impliqué dedans. Donc, peut-être à long terme, on le souhaite vivement, on va en venir jusqu'à cette étape-là. On va poursuivre. Je garde la dernière, cette question, la question suivante pour la fin. On va voir avec Ghislain Agbangba si c'est le bon moment ou si je peux poursuivre encore. On a encore de questions. On ouvre la ligne aux amis auditeurs. Voilà. Job est de même avis, en tout cas. Allez, on va ouvrir la ligne aux amis auditeurs en attendant de revenir dans ce studio. J'espère que vous avez de quoi noter les belles questions des amis auditeurs afin de pouvoir y répondre convenablement. Oui. C'est le 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Ce sont là les deux lignes qui vous permettront d'entrer en direct dans cette tribune. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Ghislain Agbangba vient d'en installer un tout premier. Bonjour. Oui, bonjour la fréquence municipale de Cotonou. La fréquence municipale vous salue. Voilà. Je m'appelle Sébastien Nokosou. Je salue votre invité. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, monsieur Nokosou. Oui. Ben allez-y. Ok. Et entre mois d'octobre, moi, le cancer du sein. Madame Candice, que pouvez-vous dire à ces hommes qui profitent de ce mois pour demander aux femmes, aux filles de donner les seins assistés pour elles? on peut répondre en même temps ou attendre. Il n'a pas fini. Est-ce que si c'est les seins, c'est ce qui est recommandé ou bien palper les seins? Donc, c'est noté. Ils veulent sucer, mais tout dit qu'ils sont en train de contrôler. Bon, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, il y a une dame qui avait souffert de cette maladie. Oui. Elle n'a pas trouvé de moyen, elle n'avait pas moyen d'ailleurs. Je les ai aidés à écrire de ministère à ministère et enfin, elle est décédée. Ses enfants sont là. Est-ce que votre organisation peut... Monsieur Nokosou. Ouh là là, il est parti, c'est pas bien grave. Revenez-nous autant que vous le pouvez avant la fin de cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment moi je peux vous appeler? On m'appelle Germain Soucia. Je vous appelle de Heavy. Monsieur Soucia, vous êtes en direct. Oui, ma préoccupation. Pour nos soeurs ou nos filles qui vont vers la chirurgie plastique, est-ce que ça là aussi ne peut pas être la cause du mal dont vous parlez? La première. La seconde, ma fille, parce que c'est un peu, toutes les fois, on parle de choses. C'est un peu difficile quand même pour nous, papa, de parler quand même de ces choses-là avec nos jeunes filles.
Je voudrais demander à l'ONG, où est-ce que l'ONG s'est installée et quel est leur coordonnée pour quand même, pendant les moments, il faudrait quand même qu'on envoie nos jeunes filles là quand même pour qu'on les sensibilise. La troisième, il y a le cancer de l'utérus dont on parle. Je ne sais pas si ils font, à un moment donné, ils en parlent aussi avec nos soeurs ou nos épouses. Merci et bonne journée. Merci, cher ami Soucia. Un autre auditeur déjà installé, Ghislain Agbangbam, le signal, bonjour. Oui, c'est le retour de Sébastien Yorosso, l'anime à la tête tout à l'heure. D'accord. Je posais la question de demander à madame si leur organisation peut trouver un moyen ou bien des moyens pour accompagner les enfants d'une dame qui avait souffert de cette maladie, cancer du sein, est décédée. Est-ce que l'ONG accompagne ces enfants? Très bien. Je ne sais pas, c'est une question. Et ma dernière question, pourquoi aujourd'hui il y a tellement, cette maladie prend de l'ampleur alors que hier on n'attendait pas ça. Mais aujourd'hui, est-ce que votre sensibilisation parcourt nos villages, nos bons temps qui sont dans des coins et des recoins qui n'écoutent même pas la radio? Comment elles la font et entendent ce que vous êtes en train de dire? Et que faites-vous aussi dans des zones reculées? Voilà mes quelques préoccupations de ce dimanche. Merci à la radio et merci à madame Aïra. Merci, monsieur. Merci, monsieur Sébastien Rossou. Franc-parler se poursuit. Ghislain Agbangbam continue d'en installer un autre auditeur hier. Bonjour. Bonjour sur le plateau. Bonjour. Je m'appelle Simon Narcisse Coulomou. On vous appelle Simon Narcisse Coulomou. Simon Narcisse, hein? Coulomou. Très bien. Vous nous appelez d'où? Très bien. Je voudrais demander, donc je salue les gens qui sont sur le plateau, la responsable de l'ONG. Merci, on le salue aussi. Enfin, j'ai oublié le nom. Maintenant, ma question. Est-ce que l'ONG, dans sa sensibilisation, Oui. met un peu l'accent sur le traitement lorsque le dépistage est positif? Sur le dépistage est positif, est-ce que l'on met l'accent sur comment dit-on, la vertu, les effets plantes pour guérir ce mal? Parce que beaucoup de femmes n'aiment pas trop qu'on ampute le sein et qu'elles deviennent, je ne sais pas, bon, elles n'adorent pas ça du tout. Donc, est-ce que le traitement avec vos plantes, est-ce que vous pouvez mettre l'accent là-dessus dans vos sensibilisations aussi? Ou bien c'est seulement la médecine occidentale qui est votre prière? Voilà ma question. C'est noté. Je vous remercie. Bien, merci, monsieur, cher ami Simon Narcisse. On va recevoir un autre auditeur. Bonjour. Simon Narcisse cède sa place à monsieur Koumayon. À monsieur Liamidi Koumayon. Voilà. Vous êtes en direct, Idrissou Liamidi Koumayon. Comment ça va? Nous bénissons le Père. Ok. Moi, je dirais que c'est le comportement de certains docteurs qui fait peu. Nous nous abstenons parce que cette zone de sein est sensible. Il faut être un homme pour dire, en cas de question, quel est l'administrateur de santé qu'on peut toucher ou porter plainte? Plainte, hein? Oui. Ah, contre qui et pourquoi? Ah, voilà que le docteur a touché. Le docteur, dans le cadre professionnel, est protégé. A touché et allé au-delà. Bon, ça c'est pas ce qui nous intéresse, monsieur Liamidi. Non. D'accord. Ça nous intéresse, nous autres. D'accord. Donc, au cas où, a dit vous supposez. Voilà. D'accord. J'ai compris. Très bien. Ça, je dis, comment faire
pour Oui. interdire de couper les seins aux femmes au Bénin. Parce que quand on coupe les seins, les femmes meurent. Et comment faire une fois le tumeur est décanté ou bien constaté? Comment faire pour trouver un bon docteur au Bénin et envoyer des matériels nécessaires pour pouvoir sauver cette malade? Parce que moi j'ai vu à l'étranger des médecins qui se sont associés et qui envoient de tremper dans les seins pour pouvoir équilibrer les deux seins. Pourquoi pas au Bénin? Et pourquoi quand nos femmes vont faire ces gens de visite, on demande c'est sur rendez-vous, alors qu'elles souffrent dans sa chair. Comment faire pour éviter ces gens de problèmes au Bénin? Et madame vient de dire que nous ne sommes pas équipés. Moi j'ai vu, elle aussi, elle a dit que quand vivant à l'étranger, les 90 ou bien 99 sont sauvés. Pourquoi pas au Bénin? Alors que nous avons de l'argent ici. Ah oui? Nous avons de l'argent au niveau de la santé. Déjà? D'accord. Pourquoi on ne peut pas les sauver? C'est pourquoi quand elles vont dans les villages, les gens, nos femmes ont peur de venir écouter. Ils disent, il y a quoi? Parce que quand les gens vont pour être opérés, elles meurent. C'est ça qui fait peur. Moi j'ai une cousine par exemple, on lui a coupé les seins et c'est fini. 2 ans après elle est morte. À cause de ce cancer du sang. Monsieur Yamidi, merci. Merci. On vous aura compris. Vous avez tout dit. Merci infiniment. Et restez câblés pour suivre la réponse à vos questions. Madame Carmel Kokbolo a tout enregistré, a tout noté, je veux dire. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, grand journaliste. Loris d'abord, je m'appelle, et vous? Comment vous allez? Je bénis le ciel. Et vous, comment je peux vous appeler? On m'a nommé M. Benbetien Ouamama Pizan Tepi Klofanto. Très bien. Cher ami Bertin. Moi, notre invité. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Non, c'est une petite question que je voulais poser. Oui, allez-y. Par rapport au cancer du sein là. D'accord. Est-ce que cette maladie, c'est une maladie contagieuse ou bien qu'est-ce qui amène cette maladie à nos soeurs, à notre enfant? Et secondement, elle vient de nous expliquer tout à l'heure que l'enfant de 18 ans ne concerne pas cette maladie. Elle peut nous expliquer que l'enfant de 18 ans n'est pas de sein. Elle peut nous expliquer un peu, ça c'est le bon. D'accord. Merci, cher ami Bertin. Et bonjour à tous les amis de Glo, Fanto et autres. Restez câblés pour suivre la réponse à vos questions. On en prend encore ou il y a une accalmie de l'autre côté. On poursuit. D'accord. On revient en studio. Justin. On pourra peut-être en prendre quelques-unes, quelques préoccupations après, rassurez-vous. Alors, Carmel Podo, vous avez suivi les amis auditeurs qui ont formulé de pertinentes préoccupations. On va démarrer par M. Yanrossou. Vous allez, vous pouvez démarrer comme le dernier intervenant par le premier. Libre à vous. Voilà. On peut y aller? Oui. Ben, vous avez. Bon, il y a le premier intervenant qui voulait savoir, que dire à ces hommes qui profitent de ce moment pour... vous savez, il ne faut pas jeter le tort sur les hommes, mais c'est à nos filles qu'il faut inculquer une certaine éducation. J'ai parlé de conjoint, donc j'ai été
j'ai parlé de conjoint, j'ai pas dit n'importe quel homme. J'ai pas dit quand vous êtes femme que vous allez vers n'importe quel homme et qui... Non. Vous n'avez jamais dit qu'il faut se faire parler par son collègue, non? Non. J'ai dit son conjoint parce que c'est un endroit un peu intime, donc il faudrait forcément que celui qui est habitué à votre corps puisse s'impliquer dans cette action-là. Donc, la fille ou la femme est obligée de préserver sa dignité. C'est vraiment important. Il ne faudrait pas qu'à cause d'une sensibilisation, qu'à cause d'un moyen préventif, on se laisse, je vais dire, à la dépravation, à la débauche. Non. Donc, c'est pas à ces hommes qu'il faut parler parce que si vous êtes femme et que vous n'allez pas vers eux, rien ne va se faire. On est d'accord? Donc, c'est à nos filles, à nos femmes qu'il faut inculquer cette éducation de pouvoir conserver leur dignité et de se faire sucer par leur conjoint. C'est ça. Encore que c'est une méthode entre autres. Ça n'est pas justement, la seule vraiment, c'est pas la panacée principale ou justement, il y a d'autres méthodes. Donc, il y en a plein. Donc, mais si vous n'avez pas de conjoint, vous n'avez pas forcément besoin de la succion, non. Mais vous pouvez faire l'autopalpation. J'ai dit l'auto. Donc, c'est vous-même. Et il n'a jamais été dit ici que c'est que la succion est la méthode pour guérir du cancer de sein. Non. On l'a jamais dit. On l'a jamais dit. Il avait posé la question de savoir si l'ONG dispose de moyens pour accompagner les enfants. Non, mais avant ça, dans le registre, dans le même registre que la question précédente, il y a, je crois, c'est Sébastien Rossou, je crois bien, oui, Sébastien Rossou qui demandait si, au cas où un médecin venait à exagérer. C'est vrai, vous n'êtes pas juriste. Justement, mais il faut des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, on ne peut pas prendre en considération les accusations que vous portez. Encore, c'est pas pour disculper les médecins. Vous savez, la société est constituée de tout, certes, mais nous avons des cadres suffisamment bien consciencieux et professionnels. La preuve, depuis que l'on évoque ce sujet, on n'a jamais eu des cas de médecins qui auraient fait preuve vicieux, qui auraient fait preuve d'attouchement ou de quoi que ce soit. Donc c'est dit quand même, ils savent justement de quoi il est question et ils font très bien leur question, le travail. Ça, il faut le dire. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à notre cher ami qui évoquait le sujet que voilà, mais au cas où on en vient à être confronté, non, si nous avons elles ont des preuves, les outils juridiques. Il y a l'INF, l'Institut national de la femme, et il y a qu'on peut saisir tranquillement pour se saisir. S'il n'y a pas de preuves, vous les saisissez, ça n'aura pas. Non, c'est ce que je dis. Si l'intéressé a les preuves, tant mieux. À les preuves, ça y est. Non, alors, on poursuit. Par rapport aux moyens, si l'ONG peut accompagner les enfants... Mais c'est une belle question. D'une dame décédée de cancer du sein. Oui. Ça, c'est une question qui me touche vraiment. Répondez en toute franchise. Ça ne fait pas partie de notre mission toutefois, parce que ça, c'est un volet social. Vous voyez, c'est un volet social et d'autres ONG peuvent accompagner qui exercent dans ce volet-là, le social, peuvent accompagner. Et je ne sais pas si c'est lui qui l'avait demandé. Ce que vous faites aussi, c'est le volet social. Oui. Sensibiliser au-delà, c'est le volet social. Je suis d'accord. Et quand vous tentez de l'éviter tout de go, je dis, non, même si vous ne disposez pas d'une cagnotte conséquente pour soutenir ces enfants, mais vous pouvez faciliter la tâche à ces enfants en leur recommandant des contacts ou en les orientant peut-être vers d'autres ONG, des ONG ou des entreprises ou des personnes de bonne volonté. Je pense que ce faisant, vous y avez aussi contribué. Justement. Bon, il a aussi posé une troisième question. Pourquoi la sensibilisation ne parcourt pas les villages? C'est bien cela. Je l'ai dit tout à l'heure que nous allons vers des villages. Et il y a d'autres ONG qui laissent carrément les villes
pour les villages. Justement, parce qu'elles se disent que l'information ne leur est pas accessible. Donc, il faut forcément aller sur le terrain. Ils sont sur le terrain actuellement en train de mener des campagnes et via des stratégies, je vais dire offensives, pas offensives, dans le sens où vous voyez, pour vraiment impacter cette couche-là, à vouloir se faire dépister, à comprendre un certain nombre d'enjeux qui sont autour de cette thématique-là. Donc, tout à l'heure, moi-même, je disais qu'on irait vers... dans une certaine contrée. Justement, donc, vers les populations lacustres, justement, pour cette séance de sensibilisation. Donc, ce n'est pas que nous restons tout le temps à Cotonou, non. Mais il y a beaucoup d'ONG, pour dire la plupart, on va dans des zones reculées pour informer, pour apporter l'information. C'est important. Pensez aller aussi à Zado Mangon, dans le village de mon arrière-mémé. Bon, deuxième intervenant, Monsieur Germain, pour les jeunes filles qui s'adonnent à la chirurgie plastique. C'est M. Soussia qui l'a évoqué. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi se donner tant de tapage. Parce que vous allez constater que lors de ces chirurgies-là, surtout récemment, il y a de ces femmes-là qui en décèdent. Ah oui. Donc, c'est quelque chose qui devait nous interpeller. Pourquoi prendre mon argent pour aller creuser ma propre tombe? Pourquoi se torturer soi-même? Alors que même si c'est pour faire, pour donner un peu de volume à vos seins, il y a de ces méthodes traditionnelles qu'on peut utiliser. Il y a de simples méthodes sans passer forcément par la chirurgie. Et pourquoi ne pas se contenter de ce que l'Éternel a décidé? Oui, tout simplement. On n'a pas besoin de se donner de tapas et en voulant le faire, creuser sa propre tombe. Non, c'est vraiment... Donc, elles ont intérêt à laisser ce genre de choses. C'est forcément peut-être pour plus plaire aux hommes, vous voyez un peu, mais ça n'en vaut pas la peine si notre vie est menacée. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Il y a quelqu'un qui a demandé à avoir les coordonnées. Oui, mais avant ça, M. Soussia a demandé comment aborder ces sujets avec les jeunes. Il a fait preuve je crois que c'est bien lui, il a fait preuve d'une franchise et d'une sincérité. Il dit que ces sujets ne sont toujours pas aisés à aborder avec ses enfants à la maison. Surtout quand vous avez certains parents, à la limite, un peu... qui ont une légère allure féodale. Vous savez, ces sujets, c'est délicat. La plupart du temps, ce sont les mamans qui arrivent à l'aborder. Mais papa, ne vous y attendez pas. C'est vrai que nous avons un cadre de suivi de conseil qu'on a mis à disposition de toutes les personnes qui se sentent dans le besoin. Mais ce que je vais aussi demander, vous savez, les enfants... Bon, je dis enfants, c'est pas enfants de 4 à 5 ans. De bas âge, oui, non. Évidemment. Ils ont plus confiance en leurs parents qu'en une personne étrangère. Donc, ce que moi, je vais demander aux parents, si déjà on peut laisser, je vais dire, cet accoutrement de c'est moi, je suis le papa, je fais ci. Essayez de s'impliquer un peu dans la vie des enfants, essayez de se mettre un peu à leur niveau. C'est quelque chose qui facilite, pas seulement au niveau des sensibilisations, des informations pour ces genres de choses, mais ça permet à l'enfant d'être beaucoup plus ouvert. Vous comprenez? Et vous savez de quoi votre enfant est capable, même si entre griffes, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas essayer de dire à 100% ce qu'un homme peut faire, parce qu'on ne peut pas se connaître soi-même avant de dire qu'on connaît quelqu'un en intégralité. Mais c'est important d'avoir un cadre convivial qui va permettre aux enfants d'être à l'aise, d'aborder certains sujets avec les parents. Faudrait pas que, parce qu'il y a quelque chose que nous faisons et vraiment ça a des répercussions. On essaie de
de ne pas aborder certaines comment je vais dire, certains sujets avec les enfants, et après on remarque c'est qu'on on se met on se voit devant le fait accompli parce que il n'y a pas eu un préalable. Oui, vous voyez. Donc si le papa et maman n'avaient pas l'habitude d'aborder ces sujets, c'est pas bien. Ce n'est pas au passage de l'ONG qu'arriver à la maison ils vont réunir les enfants et commencer par leur dire et toi est-ce que tu fais ça? Vous voyez. Donc il faut le faire en amont. Il faut entretenir déjà une telle atmosphère. Oui. Vous voyez, maintenant, c'est vrai que de par l'éducation que nous avons reçue, on n'a pas eu cette chance-là avec les parents où, vous voyez, c'est un peu le parent est dans sa position de parent et ne vous permet pas d'aborder certains sujets avec vous. C'est une véritable erreur. Oui, c'est une erreur. Mais nous autres, on a pris conscience et déjà avec nos enfants, on essaie de s'impliquer, on essaie de les accompagner, on essaie de leur donner des conseils et ils comprennent que donc, je suis obligé d'être ouvert d'une manière ou d'une autre. Toutefois, je comprends ce papa qui est en train de parler. Donc, si il peut pas faire le travail parce que c'est peut-être un peu tard, il peut toutefois nous envoyer ses filles et on va essayer de voir dans la mesure du possible, mais déjà eux-mêmes doivent essayer de contribuer à une hauteur donnée. Donc à la fin, ou bien je peux donner le contact en même temps, bien à la fin, ça va se faire. Je pense que ça va se faire à la fin. D'accord. Si c'est nécessaire. On n'a pas fini avec les questions. On n'a pas fini avec les questions. Il y a quelques questions encore. Oui. Est-ce qu'on parle du cancer du col de l'utérus? C'est ça, Ben, ça n'est pas notre sujet du jour, certes. Peut-être un bref conseil. Bon, le cancer du col de l'utérus, c'est aussi à travers ce que nous introduisons dans nos appareils génitaux ou quand nous sommes en plein débat amoureux, les comportements que nous utilisons et tout ça, donc inappropriés. On n'a pas besoin de tout ça, donc mais le premier réflexe c'est d'aller se faire dépister. Oui, aller se faire dépister, mais déjà régulièrement son médecin. Oui, c'est ça. On n'a pas fini. Une dernière question. Je crois que c'est Idriss Ouliamidi Koumayon qui demandait comment faire pour éviter l'ablation des seins, comment sauver ces femmes. C'est le dépistage précoce. Parce que quand on en vient à l'ablation, c'est le dernier recours. Parce qu'il a insisté, il a donné même l'exemple d'une dame qui en est décédée. Qui en a succombé. Oui. Mais c'est quand ça arrive déjà à une phase terminale, c'est ça qui pousse les gens à le faire. Mais si le dépistage est précoce, alors là, on prend vite en charge cela et je crois que pour la plupart des cas, on n'en vient pas forcément. Mais c'est parce qu'il n'y a pas l'information, il n'y a pas la sensibilisation autour de la chose que quand même vous en souffrez, vous n'avez pas le réflexe qu'il faut et vous n'allez pas vers les spécialistes à temps. Et c'est ça qui crée ce genre de situation. Quand vous évoquiez à l'entame de l'émission le cas des auto-examens, pour ne pas parler de l'autopalpation et autres, vous n'avez pas précisé quelle est la fréquence. Doivent-elles le faire tous les matins? Doivent-elles le faire une fois la semaine? Doivent-elles le faire... Pour l'autopalpation? Oui. Non, comme je vous l'ai dit, c'est 2 ou 3 jours après, à la fin des menstrues. Seulement? Oui. D'accord. Donc, chaque mois, vous répétez le même geste. Maintenant, par rapport aux autres examens médicaux et tout ça, les radiographies, mammographies et autres, 2 ou 3 fois dans l'année, c'est largement suffisant. Donc, même pas à une fréquence régulière, non. D'accord. Alors, puisque vous avez dit que c'est pas une pathologie pour les enfants, je voulais vous demander s'il ne serait pas nécessaire de tenter des actions de sensibilisation dans les collèges, dans les universités privées et publiques de la place. Mais puisque vous m'avez dit que c'est pas un mal pour les grosses, comme on le dit en griffe. Oui, mais c'est toujours bien d'apporter les informations parce que quand vous apportez l'information,
elles sont aguerries, vous comprenez? Et puis bon, ok, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, je dois commencer par adopter telle habitude pour ne pas en arriver à ces genres de stades-là. Mais dans le même temps, apporte l'information à la maison et donc de fil à oreille comme ça, vous voyez, ça va atteindre un certain nombre de personnes. D'accord. Octobre rose. On n'a toujours pas fini avec les questions. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi je n'avais pas mis l'accent sur le traitement traditionnel et que... Oui. Mais quelle est la place de la tradithérapie Ça se guérit. On a des plantes qui guérissent beaucoup de maux. Ça se guérit. Dans la médecine traditionnelle, ça se guérit. Donc, on ne sera pas aussi radical. Oui. On va plutôt dire que voilà, les spécialistes, les sachants arguent de... Mais l'idéal serait de ne pas en venir jusqu'à... C'est ce que je dis, quoi. On peut éviter. Donc, il ne faut pas forcément venir jusqu'à cette extrémité-là. Vous comprenez? Donc, faut pas attendre d'en guérir. Non. Il faut plutôt se prévenir. Prévenir, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Donc, vérifier sur les nombreux conseils que vous avez donnés depuis le début de cette émission. Voilà. Avons-nous vidé le stock des questions? Non, il y a une question. Une dernière. Poser la question de savoir si c'est contagieux. Ah oui. Si c'est contagieux et que... pourquoi les filles de 18 ans ne sont pas aussi concernées que ça? Bon, contagieuse, non. Mais ça peut être héréditaire. Contagieuse, c'est dit quoi? Je suis avec une femme... qui a cette pathologie, on vit dans la même maison, dans la même chose. Ça, on ne veut pas dire forcément que... Vous allez contracter le même mal. Non, c'est pas ça. Maintenant, il se pourrait que ça puisse être héréditaire, en ce sens que faut transférer ça. Mais c'est pas aussi... c'est pas très évident. C'est pas que ce n'est pas une possibilité. C'est bien une possibilité parmi tant d'autres. Mais... pas très envisageable. Mais non, il demande à savoir pourquoi les jeunes filles de 18 ans ne sont pas concernées. Vous savez, c'est la sécrétion de certaines hormones qui aussi, ou bien, je vais dire, de par les médicaments que nous prenons, il y a de ces hormones-là qui favorisent, qui donnent l'accès facile à ces cellules-là. Alors déjà, on suppose que à 18 ans, dans la fleur de l'âge, comme ça, il y a certaines pratiques que la fille de 18 ans ne va pas forcément adopter. Elle ne serait peut-être pas en contact avec certaines hormones et tout ça. Donc, filles de 18 ans, pas trop concernées. Ce sont aussi les études qui l'ont prouvé. Mais il n'est pas exclu de passer l'information à cette fille de 18 ans. Non, justement, non, il faudrait qu'elle soit informée, c'est ce que je disais. Oui. L'information est capitale. L'information est d'une première nécessité pour déjà préparer le terrain, vous comprenez. Donc, pour ne pas tomber dans le piège. Outre les... C'est bon, on a vidé. Hein. Oui, on a vidé... Les questions. Oui. Voilà. J'ai encore quelques-unes ici à mon niveau que je m'en vais vous poser. Outre les exercices communautaires, les descentes dans les contrées du Bénin, ne pensez-vous pas que le digital pouvait vous aider quelque peu dans l'exercice de sensibilisation? Quel sens? Le numérique, je veux dire, les plateformes. Vous savez que il n'y a pas que des dames non instruites au Bénin. Je ne vous apprends rien de l'ampleur du digital de nos jours. Ça c'est fait. On essaie aussi d'écrire des articles, c'est ça, à publier sur les différentes plateformes et tout ça. Donc aussi quand on va vers la population pour des séances de sensibilisation et autres, on essaie de
d'informer sur ça. Donc, c'est des choses qu'on partage via les réseaux sociaux. Justement. Et donc, ça parcourt. D'accord. Oui, donc D'accord. ça parcourt. Donc, c'est pas que l'information, elle est réservée ou on en fait. Non. Donc, on essaie de partager, on essaie d'utiliser les plateformes pour aussi informer. Donc, c'est pas seulement sur le terrain. Encore deux questions et nous allons conclure. Rassurez-vous. Sur Kodo. Alors, avez-vous été confronté à des cas de disparité dans l'accès au dépistage selon les régions, les catégories sociales et autres? Non, jusque-là, non. Surtout dans ce mois d'octobre, il n'y a pas eu ce souci. À moins que la femme elle-même ne veuille pas aller faire les spécialités. Sinon, on n'a pas encore rencontré ce genre de cas jusque-là. Ah oui. D'accord. Et oui, ce numéro de franc-parler s'en va finir. Je parlais de deux questions, rassurez-vous, il y a la dernière. Avant votre conclusion et bien évidemment avant de satisfaire l'autre auditeur qui a demandé votre contact. Voilà. À l'entame, vous avez évoqué le cas du mode de vie sain. Vous avez fustigé la sédentarité extrême de certaines dames. Vous avez mis l'accent sur les activités physiques, bien évidemment. Que propose votre ONG, dont vous êtes la directrice exécutive, pour sensibiliser, pour inciter, pour exhorter ces dames à un mode de vie sain? Qu'est-ce qui vous fait marrer? Vous savez, on ne peut pas tout faire, à vouloir tout faire. On risque... Puisque vous avez été clair avec nous au départ que votre priorité, c'est la femme. Oui. Les hommes ne vous intéressent pas. Mais toutefois... Les hommes peuvent disparaître de la société. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Non, il y a une complémentarité qui se fait. On a besoin des hommes pour la palpation. On a besoin des hommes pour sensibiliser. Donc, les hommes sont impliqués, mais pas de la même façon que la femme, c'est ça. D'accord. Donc, par rapport au mode de vie et tout ça, on essaie de leur... Bon, on ne veut pas trop s'impliquer dans leur vie privée, mais on essaie de leur faire comprendre en fait que tout ce que nous mangeons là, si c'est pas de façon modérée, si on fait pas attention à notre alimentation, que nous sommes en train de courir un grave danger. Donc, il faut éviter cela. C'est vrai, on va se faire plaisir, on va faire plaisir à nos papilles gustatives par moment, mais il ne faut pas en faire une habitude. Surtout, il y a certains de nos plats que nous pouvons, qui peuvent être concoctés de la manière la plus simple possible. Si par exemple, je prends la sauce de légumes, parce que les légumes et les fruits sont beaucoup plus conseillés. Vous savez, ça fait beaucoup plus de bien. Si nous prenons ce cas, vous allez constater que quand nous préparons cette sauce-là, ah ouais, surtout le menthe indien là, il y a tout dedans. Sésame. J'en raffole, hein, je vous s'il y en a pas ça. Sésame, crabe, écrevisse, tout ce que vous voulez. Donc, on n'a pas besoin d'avoir tous ces mélanges-là pour que ça soit une sauce agréable à manger. Surtout quand vous atteignez un certain âge, il faut éviter la consommation de crustacés. Sinon, vous êtes en train de vous faire du mal. Ça, c'est beaucoup plus pour les jeunes, les adolescents qui favorisent la croissance. Si vous voulez préparer, par exemple, votre sauce de légumes, surtout, c'est ça, on constate, il y a beaucoup d'huile, mais pour que ça soit plus joli. Non, c'est se faire du mal. Très bien. L'huile en infime quantité, c'est largement suffisant. Vous faites votre sauce. Sésame aussi est constitué déjà d'huile. Il y a de lipides dedans. Donc pourquoi en rajouter encore, se compliquer la tâche? Non. Manger de la manière la plus simple possible, c'est vrai. Il peut y arriver des jours parce qu'on a déjà contacté des habitudes. S'en défaire, c'est un peu difficile, mais on peut y arriver. Si on se met en tête que c'est pour notre bien, on peut y arriver. Donc, essayez de réduire la consommation de certaines choses. Donc, quand je prends par exemple l'alcool ou le tabac, ça ne nous apporte rien. Il faut vraiment éviter cela. On ne va pas les férus ne seront pas d'accord avec vous.
Carmel Poulot, je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Femmes Action. Dynamique Action. Femmes Dynamique Action. Oui. Avec vous, ce matin, sur Franc-Parler, il a été question, bien évidemment, de santé et bien-être de la femme, comprendre l'initiative du mois d'octobre rose. Merci pour votre disponibilité. En 30 secondes, votre mot de la fin. J'invite toutes les femmes à aller se faire dépister en ce mois d'octobre, à maintenir un mode de vie saine pour le bien-être de leur santé, à mener des activités. Il ne faut pas être sur place et être beaucoup plus en mouvement. Quoi encore? Donc, c'est ce que j'allais dire. Et de sortir pour venir à la rencontre des campagnes de sensibilisation, d'information. Et il y a aussi un petit mot à l'endroit des hommes, qu'ils ne soient pas des barrières pour ces opérations-là. Des obstacles. Oui, des obstacles. Très bien. Alors, pour l'auditeur qui demandait votre contact, si cela vous arrange, vous lui en donnez en direct. Oui. 64 15 50 00. Très bien, c'est vous-même qui avez donné. D'accord. On n'aura pas de cas de... On ne pourra plus parler de cas de harcèlement parce qu'on a appelé Madame Polo un peu tard. C'est elle-même qui en a donné. C'est dans le cadre professionnel, donc on ne va pas appeler un peu tard. Merci à vous, Madame Carmel Polo, pour votre disponibilité à nous permettre de comprendre ce que c'est que cette initiative appelée le mois d'octobre rose, qui est une initiative intéressante, pertinente, qui vise à informer davantage, à encourager les femmes à se faire dépister à temps face à ce mal qu'est le cancer du sein. Fidèles amis, si vous ne l'avez pas suivi de fond en comble, eh bien retrouvez ce numéro de Franc-Parler à 19h30 en nouvelle diffusion. Job Tikpe est à la caméra. Il a immortalisé ce numéro de Franc-Parler en direct. Je suis Loris Freddy Davo et si vous m'avez suivi, c'est bien évidemment grâce à Ghislain Agbangba. Franc-Parler,